Bretagne 5, où il est déjà 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Gwendal Jean, il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Morbihan. Il est venu de Pontivy, je crois, pour être avec nous ce matin en direct dans le studio de la matinale. Merci beaucoup, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors on va parler des jeunes socialistes du Morbihan. Alors je crois, sans trahir de secret, que jusqu'à présent, eh bien, la section morbihanaise était un peu en sommeil et vous avez décidé de la réactiver. J'allais pas se dire d'en prendre les commandes. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce qu'il y avait besoin justement d'une fédération de jeunes dans le Morbihan? Eh bien, je pense que c'est toujours nécessaire d'avoir une fédération de jeunes. Et donc dans le Morbihan, c'est vrai qu'elle était en sommeil depuis quelques années. Et déjà avant, même quand il y avait un bureau, elle était déjà plus très active. Donc nous, notre projet, c'est de faire porter la voix des jeunes dans le Morbihan, des jeunes socialistes dans le Morbihan, et de travailler autour de sujets qui nous prennent à cœur pour pouvoir porter un nouveau regard au sein de la fédération socialiste. Voilà, un nouveau regard dans un contexte politique que l'on connaît. Alors, je vais juste vous demander ça, c'est un petit message de service, d'éloigner votre téléphone du micro, parce que voilà, notre réalisateur me dit dans le casque qu'on entend les petites interférences. Voilà, ça, je ferme le message de service. Voilà, je reviens à ce que l'on disait. En fait, on est dans un contexte politique particulier, avec une gauche qui s'est recomposée, qui a pu discuter, qui a pu, en tout cas, réunir pour les différentes élections, mais il y a encore des menaces par exemple de l'extrême droite. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent, vous, la jeune génération qui, j'allais presque dire, entre en politique, hein? Oui, je pense que c'est l'un des combats principaux de l'ère qui s'ouvre. Justement, à notre dernière réunion, le premier sujet qui a été développé, c'est justement le sujet de la bataille contre l'extrême droite, notamment dans les territoires bretons où elle prend de plus en plus d'ampleur. Donc oui, c'est un grand projet et le principal projet, le principal combat que nous allons mener. Alors, comment le mener, ce combat, avec les outils politiques, j'imagine, avec les outils du programme du Parti socialiste, là aussi avec une gauche, des fois, qui a du mal à discuter. Il y a plusieurs courants dans la gauche. Eh ben, simplement par les arguments. On va essayer de montrer, notamment à la nouvelle génération, que ce que propose le Rassemblement national n'est pas viable, n'est pas vrai, et il y a une alternative une alternative qui existe et qui est, elle, réelle, et elle se trouve du coup à gauche, qui se trouve à gauche, ouais. Avec beaucoup de jeunes qui se sont tournés, alors on peut imaginer par désespoir, par envie de changer les choses vers le Rassemblement national. Vous allez les voir, ces jeunes, vous arrivez à discuter avec eux, vous arrivez à échanger des arguments? Ben je le crois. En tout cas, c'est nécessaire. Si on n'arrive pas, on va quand même essayer. Et puis, notre objectif, c'est, Louis, de parler à tout le monde, à tous les jeunes, et de leur montrer que notre projet est là, que notre projet est puissant et que notre projet est viable en long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, les politiques qui sont pratiquées alors à plus haut niveau, on va le dire comme ça, oublient un peu les préoccupations de la jeunesse? On entend ça bien loin de chez nous, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, où les jeunes vont moins voter, nous dit-on, pour les élections américaines parce qu'ils sont un peu déçus, ils sont un peu désabusés. Est-ce que c'est le cas ici aussi en France? Je le pense. On le voit justement. Depuis 7 ans, les organisations syndicales, notamment de jeunesse, ne sont plus écoutées. Les jeunes votent, mais de moins en moins, et votent non pas par conviction, mais souvent pour contrer un vote, notamment sur les dernières élections. Et donc je crois, oui, que la jeunesse est oubliée par les politiques nationale. Vous arrivez à discuter avec vos aînés, alors que ce soit au Parti socialiste ou avec d'autres responsables politiques, même régionaux ou locaux, vous arrivez à discuter avec eux en leur faisant part des desiderata de la jeunesse, de vos envies de changement aussi de la société finalement, ce qui est bien dans le vent de la jeunesse? On arrive, oui, à discuter avec eux, on arrive à être écouté parfois, mais à être entendu tout le temps. Et donc notamment, j'ai été conseiller régional des jeunes,
Et ça a été un espace où on a eu vraiment l'impression d'être écouté et entendu. Oui, on arrive à discuter avec les plus anciens. Il faut que les jeunes aujourd'hui s'emparent de l'espace politique. Ils ne sont pas assez présents dans l'espace politique. Non, je ne crois pas. Je pense que les jeunes aujourd'hui s'engagent sur différents sujets, notamment sur l'écologie, sur la précarité étudiante, tout ça. Ce sont des sujets qui mobilisent énormément les jeunes. Donc c'est une mobilisation qui se fait plus volatile, on va dire, mais qui est présente. Alors, on parle aussi des territoires beaucoup aujourd'hui dans la ronde politique, là encore, mais aussi à l'échelle régionale. Voilà, on a des métropoles ici en Bretagne, on a aussi des territoires ruraux. Est-ce que les demandes des jeunes qui sont sur ces territoires ruraux, à la campagne, rejoignent finalement les demandes ou les attentes des jeunes qui sont dans les villes ? Pas sûr. Je pense que les préoccupations sont pas les mêmes. Les enjeux sont différents, oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes accès aux services publics, on n'a pas la même vie, tout simplement. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a une jeunesse, c'est sûrement faux. Il y a des jeunes de différents territoires. C'est pareil, en banlieue, c'est pas la même vie qu'en ruralité. Donc non, je pense qu'il y a une nécessité d'entendre tous les jeunes, et pas d'entendre seulement la jeunesse, mais d'entendre les jeunes de partout et de tous les territoires. Alors comment faire remonter ensuite les ententes, les attentes même des jeunes, comment faire remonter pour que voilà, il y ait au moins une écoute, peut-être des mesures, peut-être un élu un jour qui s'empare d'un dossier important? Eh bien, bonne question. On a vu les manifestations, ce qui fonctionne habituellement, ce qui ne fonctionne plus beaucoup depuis 7 ans, mais qui fonctionne normalement, la mobilisation, la marche pour le climat, tout ça, c'est des choses qui se sont fait entendre et qui ont été reprises après. Donc, par des moyens, des moyens simples de dialogue. Tout simplement dialoguer, interpeller les élus. Aujourd'hui, à la campagne, on parle des jeunes de la campagne, les jeunes de la ruralité, comme l'on dit dans les ministères. Est-ce que leurs demandes spécifiques, par exemple, on peut imaginer en termes de mobilité, en termes d'aide pour passer le permis de conduire, tout simplement, ou des choses comme ça, est-ce qu'elles sont entendues, ces demandes? Est-ce que les demandes concrètes, finalement, sont entendues? Eh bien, je le crois. En tout cas, qu'elles sont écoutées, notamment en Bretagne. Il y a eu énormément de travail fait autour de la mobilité, notamment par Loïc Chenet-Girard, le président de la région. Donc, je pense qu'elles sont écoutées, entendues, parfois oubliées. Mais en tout cas, on a l'impression effectivement d'être écouté sur la plupart des territoires, même si le travail pourrait toujours être mieux et plus. Alors, faire mieux, bien, avec un contexte compliqué aujourd'hui, on le voit, avec ce contexte budgétaire, là aussi, toutes les mesures qui sont prises en faveur des jeunes, bien, ça coûte de l'argent et on a l'impression aujourd'hui qu'on rentre quand même plutôt dans une période d'austérité. Est-ce que vous en voulez aux générations précédentes? Alors, la question est peut-être un peu forte, mais voilà, de vous laisser une planète quand même dans l'état où elle est, et puis de ne pas avoir forcément géré correctement les finances pour pouvoir donner un élan à la jeunesse ou aux jeunes dans leur individualité que vous représentez aujourd'hui? Sur la question de la dette, moi j'en veux au gouvernement successif d'Emmanuel Macron, qui n'ont fait que des cadeaux fiscaux aux plus riches, et donc dont la dette est presque le fruit de ces cadeaux fiscaux. Et concernant l'écologie, je crois que si on commence à en vouloir aux générations précédentes, on n'a pas fini. Donc le travail maintenant, il est plus à s'en vouloir, il est à avancer, et à avancer avec les générations qui sont présentes, même si le passé est là, maintenant on avance. Voilà, faut avancer, faut tourner la page finalement. Voilà. Sur la dette, vous dites que vous en voulez au gouvernement. Là aussi, ce sont les générations qui suivent votre génération, puis peut-être la suivante et les autres, qui vont devoir rembourser cette dette. Est-ce qu'il faut changer finalement, là aussi, le rapport au budget, le rapport à la gestion de l'argent de l'État finalement? Est-ce qu'il faut changer les choses à ce niveau-là? Il faut changer les choses, c'est sûr, on ne va pas pouvoir rester dans les méthodes actuelles, mais il faut aller chercher l'argent là où elle est. Donc dans les poches des multinationales qui profitent notamment et qui ne sont pas, qui sont anti-écologiques, et dans les poches des plus riches, notamment par le biais d'un ISF climatique.
Voilà, justement, alors ça fait toujours peur les impôts en France. On a entendu le Premier ministre Michel Barnier oser le mot impôt et on s'est aperçu finalement qu'il y avait le lever de bouclier. Comment arriver à convaincre justement nos générations, j'entends par là ceux qui vous ont précédé, de pouvoir mettre la main à la poche pour essayer de rétablir quelque chose et essayer d'avoir un budget peut-être moins catastrophique que ce qu'on a aujourd'hui. Comment trouver les mots? Là aussi c'est de la politique, c'est... voilà, peut-être des actions précises. En expliquant, tout simplement. L'impôt a toujours été là et l'impôt est le nerf de la guerre. Enfin, c'est le nerf de la guerre, en quelque sorte. L'impôt, il est là et il finance des choses. Alors, en expliquant, parce qu'on entend souvent, on ne sait pas où vont nos impôts, elles vont dans les poches des dirigeants. Alors, en faisant de l'explication pure et simple, de où va l'impôt, comment elle est utilisée, à quelle hauteur. Voilà, simplement. De la transparence, finalement. De la transparence, voilà, de l'État. Alors, on parle des impôts, on parle aussi des difficultés des Français, des Bretons, des jeunes Bretonnes, qui aujourd'hui sont dans la précarité pour quelques-uns. Vous évoquiez à l'instant les étudiants. Alors, on le voit, par exemple, à Rennes, les étudiants qui sont de plus en plus nombreux à faire appel à la solidarité pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, pour pouvoir étudier tout simplement. C'est une situation inacceptable pour vous. Là aussi, il faut bousculer les choses. Bien sûr. Et puis, donc, vous disiez, il y a de plus en plus d'étudiants précaires. Et d'un autre côté, le gouvernement ne fait qu'augmenter, notamment les droits, les inscriptions, les droits d'inscription. Les droits d'inscription à l'université. Et ne construit pas de logements, n'augmente pas les bourses. Ne généralise pas le repas à 1 euro. Donc, investir dans les étudiants, c'est un investissement d'avenir. Donc, on comprend pas les reculs qui sont faits par les gouvernements précédents. Là aussi, l'éducation, les études, c'est le pilier pour vous de la suite des nouvelles générations pour pouvoir construire un autre monde. J'avais presque dire un monde nouveau, hein, sans paraphraser une chanson qu'on entend souvent dans la matinale. Il faut y mettre les moyens, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et encore une fois, c'est un investissement d'avenir. Donc oui, il faut mettre les moyens dans l'école, dans l'enseignement supérieur, parce que déjà, donc, c'est le pilier de la République. Et puis parce que c'est le combat de toujours, dans lequel il faut s'investir plus que ça a été fait jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que pour votre génération, là aussi, on va encore parler de la ville et de la campagne, hein, mais c'est aussi des enjeux de territoire. Est-ce que pour votre génération, peut-être, là aussi, il y a des grands changements à avoir dans les institutions? Est-ce qu'il faut, par exemple, j'ai posé la question à vos aînés ici, est-ce qu'il faut plus d'autonomie? Est-ce que, par exemple, vous qui avez été au Conseil régional des jeunes, est-ce que vous imaginez demain, par exemple, une Bretagne plus autonome dans son fonctionnement, plus proche des besoins des habitantes, des habitants des territoires, peut-être aussi plus autonome en termes de budget, parce que voilà, ça permet peut-être de mieux gérer, de mieux cibler. Est-ce que pour vous, c'est une piste possible d'autonomie? Je pense que l'avenir ne se fera pas, en tout cas, sans décentralisation. Donc oui, il faut que la politique se fasse à l'échelle humaine et que le budget soit fait aussi à l'échelle régionale. Aujourd'hui, c'est un véritable scandale démocratique que la région ne puisse pas être autonome en termes de budget, et c'est l'État qui doit lui allouer ses crédits. Donc oui, je pense que c'est nécessaire qu'on décentralise aujourd'hui l'État et qu'on donne une autonomie financière aux régions. Plus de pouvoir aussi aux régions pour décider dans des domaines. Alors on parlait des transports tout à l'heure, mais ça peut être aussi justement autour de la jeunesse, autour, même si bon, la région a la compétence sur les lycées, mais est-ce qu'il faut lui donner plus de compétences et donc plus de moyens là aussi? Oui, effectivement, il faut leur donner plus de compétences, plus de moyens, et aussi plus de compétences, plus de moyens, pour permettre une politique à l'échelle humaine et aller proche des gens, et non pas une politique parisienne qui ne fait que reculer le vote, dont les citoyens ne veulent plus, je pense.
Alors, il y a des mots, des fois, qui fâchent. On parle beaucoup d'immigration, de sécurité. J'imagine que ce sont des questions que vous posez, vous aussi, la jeune génération, de réfléchir autour de ces problématiques qui sont souvent source voilà, d'affrontements, on le voit hein, aujourd'hui, et de montée des intolérances. Comment, là aussi, avoir une autre vision, la vision peut-être de votre génération en termes de sécurité, d'immigration, de ces sujets qui sont compliqués finalement? Eh bien, tout simplement en débattant, en dialoguant avec notamment les aînés. Et aujourd'hui, je crois que le fruit de la plupart des opinions en termes de sécurité et d'immigration sont liés à une stigmatisation qui est faite depuis de nombreuses années par l'extrême droite. Donc il faut débattre, dialoguer, expliquer, et afin de mieux comprendre les enjeux d'immigration et de sécurité. Votre génération est une génération d'accueil plus que la génération précédente? Je le crois. On n'a jamais été aussi dans le besoin d'accueillir, notamment avec les évolutions climatiques qui vont faire de plus en plus de réfugiés, et les crises politiques qui nous obligent d'accueillir de nombreuses des personnes réfugiées, de personnes réfugiées, oui. On parlait de politique tout à l'heure, de la gauche. La gauche, c'est beaucoup de courants, c'est beaucoup de débats, d'opposition. Parfois, on a entendu Olivier Faure, voilà, qui s'est un petit peu... allez, on va prendre un terme de jeune, pris la tête avec l'ex-président François Hollande, désormais député. Voilà, il y aurait une scission à gauche. C'est pas bon, ça, finalement? Au sein du parti. Voilà, enfin en tout cas, sur des idées, Olivier Faure a défendu la motion de censure. Ça ne plaisait pas à François Hollande finalement. Moi je ne crois pas qu'il y ait de scission, il y a du débat dans un parti démocratique. Et donc il y a du débat effectivement. Et donc c'est pas spécialement parce qu'il y a des divergences que l'on n'est pas unis derrière notamment l'extrême droite et le gouvernement Barnier. Alors, il y a le gouvernement Barnier qui se met en place, qui va devoir gérer la dette, qui va devoir gérer des dossiers importants. Un gouvernement qui tient finalement, avec la motion de censure, un petit peu au-dessus de sa tête. Alors, on a vu, celle d'hier n'est pas passée, voilà, il n'y a pas assez de voix à gauche. Mais si demain le Rassemblement national décidait, puisque c'est lui qui détient quelque part la clé, on peut imaginer un gouvernement renversé. Ça peut être le cas sur le vote prochain du budget. Est-ce que là, on risque de rentrer dans une période d'instabilité qui n'est pas bonne pour la suite, qui n'est pas bonne non plus pour les jeunes générations? Parce que là aussi, vous êtes un peu pris en otage. Mais déjà, vous l'avez dit, le gouvernement tient grâce au consentement du Rassemblement national, et je trouve que c'est indigne après le Front républicain des élections dernières. Et puis, donc, le gouvernement pourrait tomber, effectivement. Mais quelle est la légitimité du gouvernement aujourd'hui? Il n'y en a pas. Le Premier ministre et donc son groupe est arrivé 4e aux élections. Les macronistes ont été rejetés par 3 fois. Donc la légitimité, enfin un gouvernement légitime serait un gouvernement qui viendrait du groupe arrivé en tête, donc du nouveau Front populaire. Donc je crois que si le gouvernement viendrait à tomber, ce serait non pas une crise politique, mais la conséquence d'un déni démocratique mené depuis quelques mois par le président de la République. Vous comprenez la position du président de la République, voilà, vous avez l'impression qu'il s'accroche un petit peu à son pouvoir et qu'il ne veut pas tourner la page? On a plus que l'impression depuis quelques mois, oui. Il est dans une forme de déni dans lequel il ne veut pas sortir. Il s'engage à continuer sa politique menée depuis 7 ans alors qu'elle est rejetée par les Français, donc par 3 fois sur les dernières élections, et une forme de déni de démocratie, car il a refusé, dans toute démocratie qui respecte, le premier groupe aurait eu la main pour former un gouvernement, qui aurait tenu ou pas, mais il aurait eu la main pour former un gouvernement. Là, il a été dans une forme de déni, oui, donc comme je l'ai dit, où il a fermé les yeux sur le nouveau Front populaire arrivé en tête.
Ça pose la question de plus de démocratie aujourd'hui dans notre République. Alors certains veulent passer à la 6e, d'autres veulent modifier la 5e. Voilà, le temps du travail de réflexion doit se faire, mais est-ce qu'il faut changer les règles de cette 5e République? Est-ce qu'il faut introduire plus de démocratie populaire? Pourquoi pas? Je crois que c'est plus que nécessaire, oui, qu'il y ait plus de démocratie, d'ouverture, et rentrer véritablement dans une démocratie parlementaire où les pouvoirs sont à la représentation nationale. Alors on entend beaucoup parler d'exemples européens où il y a de grandes coalitions, alors c'est le cas de nos voisins allemands, mais d'autres pays aussi. On pourrait prendre le cas particulier de l'Autriche où un parti d'extrême droite est arrivé au pouvoir mais ne pourra pas gouverner parce que justement il y a ce jeu des coalitions. Est-ce que c'est peut-être une idée à développer en France, cette forme de fédéralisme finalement et de coalition? Je pense que c'est une idée à développer effectivement, mais en France, je crois que ça va être un peu compliqué. Les esprits sont pas prêts? Je le pense. Que les esprits de coalition sont, on l'a vu, hein, c'est parfois compliqué. L'esprit de compromis, de programme de gouvernement, tout ça, c'est pas quelque chose qui est encore bien ancré en France. Donc ça va être un travail de longue haleine. Et donc effectivement, passer à une 6e République serait peut-être la solution. On a vu que la gauche a été en capacité de se réunir très vite à la suite de la dissolution, d'offrir un programme, alors qu'on disait que ça allait être très compliqué à gauche, eu égard peut-être à l'histoire de la gauche française. Mais il se trouve quand même qu'il y a un programme, qu'il y a eu une réflexion, qu'il y a eu des candidats qui ont été présentés. Certains se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national. Finalement, on a vu une gauche en ordre de marche. Est-ce que c'est prometteur pour la suite? Effectivement, de toute façon, la gauche, c'est un avis personnel, je crois, que la gauche ne pourra pas gagner si elle n'est pas unie sous un même bloc. Alors oui, donc là, le contexte obligeait à ce que la gauche soit unie. Il y avait une urgence, finalement. Il y a une urgence toujours. La gauche doit rester unie et doit gouverner ensemble. Alors, pour gouverner, donc, il faut arriver à s'entendre, mais il faut aussi passer le barrage de l'Assemblée. Et là, on le voit aujourd'hui, hein, c'est difficile, on a vu sur la motion de censure. Est-ce qu'il y a possibilité de discuter avec d'autres partis? Alors, on va parler des partis républicains pour être concret. Est-ce qu'il y a possibilité de discuter, par exemple, avec des gens de droite qui ne sont pas d'accord, par exemple, avec différents textes, sur des textes précis? Est-ce qu'il y a moyen, selon vous, de pouvoir faire avancer les idées sur des textes en discutant et là justement en ayant cette politique de compromis? Je crois que c'est plus que nécessaire. Il n'y a pas de majorité qui se dégage actuellement, donc il va falloir discuter avec les autres groupes. Donc voilà, et chacun des groupes va devoir faire des compromis, mais pas de compromission, et travailler sur des textes comme ça a déjà été fait pendant les dernières législatures. Alors, on a longtemps dit que la gauche, en tout cas le Parti socialiste, avait perdu le monde ouvrier. Alors, voilà, ça a été un constat qui s'est tourné vers le Rassemblement national, entre autres. Aujourd'hui, on a l'impression que la gauche est partie, si vous me permettez le mot et sans jeu de mots, à la reconquête des territoires ouvriers, des territoires ruraux également, et est partie aussi peut-être à la reconquête d'un électorat qu'elle avait perdu et qui attend des mesures en termes de mesures sociales en particulier. On pense à l'assurance chômage, on pense à la réforme des retraites. Ce sont de grands textes qu'il va falloir réviser, revoir, peut-être amender. Les textes sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage. Effectivement, c'est des textes qu'il faut même retirer, qu'il faut... c'est même pas amender, oui. Donc des textes. Ils ne sont pas justes socialement, ces textes? Non. Et puis ils sont rejetés par l'ensemble, une majorité des Français en tout cas. Donc oui, pour le bien-être démocratique, il faut revenir sur ces textes. Et là, l'appui des partenaires sociaux, on pense aux syndicats, entre autres, des corps intermédiaires, qui ont été un peu oubliés dans la bataille, ça va être important pour la suite? Oui, et je le crois. Et donc les partenaires sociaux ont tout de suite été inclus au Nouveau Front Populaire. Le Nouveau Front Populaire, c'est pas qu'une coalition de partis politiques, c'est une ouverture au monde associatif. Et je crois que c'est plus que nécessaire dans les temps actuels d'ouvrir au monde associatif, aux citoyens, et d'ouvrir la politique à tous.
Alors, ouvrir la politique à tous, et ce sera ma dernière question. Comment vous êtes venu, vous, à la politique, Gwenaël Jean? Qu'est-ce qui vous a... Gwendal, pardon, je vous ai dit, j'appelais Gwenaël. Gwendal. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à dire, tiens, moi j'ai envie de m'engager, j'ai envie de changer des choses? Et bien justement, la montée de l'extrême droite, notamment dans les territoires ruraux. Moi, je viens de Radnac, un village qui a énormément voté Rassemblement National. Donc c'est cette urgence-là qui m'a fait me lancer pour des convictions que je crois être les meilleures. Et vous avez, allez, je fais un peu de prospective, comme on dit. Vous avez une ambition d'aller un petit peu plus loin, peut-être un jour d'être un élu local, voilà, dans votre commune ou peut-être un peu plus? Mon ambition déjà, c'est de faire entendre la voix des jeunes et de porter les combats socialistes. Après, on verra comment l'avenir se jouera. Mais je n'ai pas d'ambition électorale pour l'instant. Voilà, mener des combats. Ce matin, nous étions avec Gwendal Jean, j'ai écorché son nom, pardon. Gwendal Jean, animateur fédéral des jeunes socialistes du Morbihan. Première radio, vous m'avez confié tout à l'heure. Ouais. Voilà, vous voyez, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Merci infiniment et très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.